c'est le même site, et parfois des liens externes. Les liens externes, c'est des liens qui nous renvoient vers une autre page. Donc, voici en gros la structure que vous allez avoir. Donc, quand on vous demandera de créer un site, en réalité, la première chose que vous allez faire, c'est de créer un dossier. Dans ce dossier, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir une page principale, c'est la page d'accueil. En général, elle s'appelle index.html. D'accord? On ne lui changera pas de nom, comme ça, on saura toujours quelle est la première page à solliciter lorsqu'on accède à votre site. Ensuite, nous allons créer d'autres sous-dossiers. Chacun de ces sous-dossiers-là va être dédié à un type de contenu. Donc, les différents fichiers de mon site seront dans un dossier. Les images dans un autre dossier, les feuilles de style éventuellement dans un dossier, et si vous avez des scripts aussi dans un dossier. Donc, même quand on fera les TP, chaque fois qu'on va vous dire créer un site web, premier réflexe que vous allez avoir, c'est quoi? Je crée un dossier, je crée la page d'accueil, je l'appelle index.html. Et ensuite, pour tout le reste, j'organiserai mes éléments, d'accord, de manière structurée comme ça. Donc, il ne suffit pas de mettre un répertoire, de tout fourrer dedans et de dire ceci est un site web. Madame. Oui. Le mythe, il est complet, madame. Quel manque de chidrou. Complet. Oui, madame, faites ça. Je ne savais pas qu'il y avait une limite. Oui, il y a une limite sur Google Meet. Et comment on va faire? Ils sont nombreux. Oui, madame. 20 personnes autres. Pourquoi moi, il ne m'affiche rien du tout? Parce que vous avez accepté, mais ils ne peuvent pas assister. Qu'est-ce que vous me proposez? Qu'est-ce que je peux faire? Je vais annuler le cours. Vous pouvez... Non, non. واحد يبارطاج Faire une autre fenêtre Google Meet, un autre lien. Un autre lien, mais pour le partage, il ne va pas marcher pour les... Il ne va pas marcher pour les Non, deux. madame, ça ne va pas marcher, madame, normal. واحد يستريمي في الديسكورد وخلاص. Je ne sais pas, je n'ai jamais été confrontée à ce problème. Madame, une minute, on va régler ça. D'accord. Le problème, c'est que moi, il ne m'affiche rien du tout. Donc, je ne vois pas quel genre de solution je peux adopter. Mais ça, il s'est arrêté à 101, c'est-à-dire 100 plus moi, plus l'organisateur. Je vais arrêter le partage un moment. Je vais essayer d'ouvrir une fenêtre comme vous le recommandez et d'envoyer le lien. D'accord? Mais je ne suis pas sûre que ça pourra marcher. Madame, Le partage? Ça peut marcher, madame. TP compile, on a fait comme ça. Liste de 200. Extra info aussi, madame, on a étudié comme ça. Vous me laissez 5 minutes pour faire ça alors? D'accord, madame. Oui. Donc, les délégués, s'il vous plaît, je vais vous envoyer sur le mail. D'accord? Je vais vous envoyer le lien dès que je le crée. Voilà.
Oui, madame, bien reçu. Très bien. Alors, on va essayer. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. Très bien. Oui, madame. Et le partage? Oui, madame. Aussi. Oui. Donc, je vais devoir reprendre. Donc, je vais me représenter. Donc, c'est Madame Yacoub. Donc, on va faire le module de programmation web. Pour aujourd'hui, nous allons commencer par quelques définitions. Alors, qu'est-ce que c'est que le web? Donc, le web, c'est une abréviation. En réalité, le terme complet, c'est World Wide Web, qui veut dire littéralement toile d'araignée mondiale. Donc, c'est un système hypertexte public fonctionnant sur Internet qui permet de consulter grâce à un navigateur des pages accessibles sur des sites. Alors, qu'est-ce que c'est que système hypertexte? Alors, hypertexte, c'est un texte particulier. Lorsque je clique sur ce texte, il permet de me renvoyer dans une autre page ou dans une autre partie du document. Regardez ici plus bas. Ici, j'ai « Bienvenue à l'USTHB ». Vous avez reconnu ce texte en bleu souligné. Qu'est-ce qu'il veut dire dans une page web? Il veut dire que je dois cliquer ici pour accéder à une autre information. D'accord? Dans notre cas, si je clique ici, ça me renvoie vers la page de l'USTHB. C'est ça la notion d'hypertexte. Mais ça peut se faire de manière récursive, c'est-à-dire que la deuxième page aussi peut contenir à son tour des liens hypertextes. Ici, par exemple, j'ai faculté d'informatique en bleu en souligné, c'est-à-dire que c'est un lien hypertexte aussi. Si je le suis, je vais vers la page de la faculté et ainsi de suite. Ce passage de page en page crée tisse une sorte de toile. C'est ce qui donne le terme de toile ou de web à cette structure de données. D'accord? Donc voilà d'où vient cette appellation de toile d'araignée. Qu'est-ce que c'est qu'un site web? Un site web, c'est un ensemble de documents web stockés sur un serveur qui sera appelé serveur web. Maintenant, le serveur web, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un ordinateur. Alors, en général, il est puissant, il a des capacités de calcul et de stockage importantes, il est connecté en permanence à Internet afin de permettre d'héberger des pages web. D'accord? Donc, vous allez créer un site web, l'héberger sur un serveur web et donner l'accès à ce serveur en permanence sur Internet afin que les clients puissent se connecter à votre site et y accéder. Un site web est habituellement architecturé autour d'une page centrale qui sera appelée page d'accueil et qui propose des liens vers un ensemble d'autres pages, soit hébergées sur le même serveur ou bien même des liens externes, c'est-à-dire vers d'autres pages. La page d'accueil, c'est la première page que vous allez consulter dans un site. D'accord?
Donc, la structure en général ressemble à ceci. Donc, vous allez avoir un site web qui est en réalité un dossier, un répertoire. Vous allez avoir une page principale qui est en général index.html, donc c'est un nom par défaut, qui permet de savoir quelle est la première page à lancer dans un site. Ensuite, cette page-là va vous permettre d'accéder à d'autres informations qui sont dans des fichiers. Elle vous permet aussi d'accéder à des images, des feuilles de style, des scripts, etc. Maintenant, afin de bien présenter son site, nous allons toujours, à chaque fois qu'on vous donnera par exemple un projet ou un TP, on vous dit créer un site web. Premier réflexe, je crée un dossier. Je mets la page principale qui est index.html et ensuite, je vais structurer mes fichiers. Donc, tous les fichiers dans un dossier, toutes les images dans un dossier, tous les styles dans un dossier, tous les scripts dans un dossier. D'accord? Ce qui me permettra de bien organiser mon site web. Maintenant, quels sont les éléments qui nous permettent de mettre en œuvre ce mécanisme du web? Alors, nous avons une architecture qu'on appelle client-serveur. Nous avons un serveur web qui héberge notre site. On a dit c'est un ordinateur qui est connecté à Internet. Donc, c'est un ordinateur qui est en permanence connecté à Internet et qui va héberger nos documents. Maintenant, un utilisateur va accéder à ce site. Qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut un logiciel qui est le navigateur. Le navigateur est considéré ici comme application cliente. Ce navigateur devra accéder au serveur web pour lui demander la page en recherche. Donc, première chose, il lui faudra localiser la page qu'on souhaite. Comment localiser une ressource sur le web? Grâce à l'URL. Donc, si vous voulez accéder à une page, il faut connaître son URL. Et vous soumettez cette URL à votre navigateur. Le navigateur, qu'est-ce qu'il va faire? Une fois que vous lui avez soumis votre URL, il va essayer de se connecter au serveur pour lui demander ce document, d'accord, que vous souhaitez visualiser. Il va falloir un moyen de communiquer, un langage. Lorsque deux machines communiquent entre elles, la langue utilisée s'appelle un protocole. Chaque utilisation ou chaque type d'utilisation nécessite un protocole particulier. Pour l'échange de fichiers web, le protocole utilisé est le protocole HTTP. Donc, le navigateur va récupérer l'URL que vous avez saisi, écrire une requête dans le protocole HTTP et l'envoyer vers le serveur. Le serveur va traiter cette requête, générer une réponse. Alors, dans le meilleur des cas, quand tout se passe bien, cette réponse, c'est le fichier que vous avez souhaité visualiser. Maintenant, sous quelle forme sera ce fichier? Ce fichier-là sera au format HTML. HTML est un format standard qui permet d'écrire les pages web et qui peut être lu ou bien interprété par n'importe quel navigateur. D'accord? Donc, c'est un format textuel standard qui permet l'échange de documents web à travers le monde. D'accord? Donc, en réalité, le web est basé sur trois éléments fondamentaux: un langage standard qui est le langage HTML, un protocole de communication entre le client et le serveur qui est le protocole HTTP, et un mécanisme de localisation universel qui est l'URL. Donc, la localisation ou bien l'URL. L'URL est une chaîne de caractères permettant d'indiquer un protocole de communication et un emplacement pour toute ressource sur le web. Alors, il a une structure spécifique. Il commence toujours par le protocole.
Alors, la plupart des URL que vous avez déjà vues jusqu'à présent commencent par HTTP : Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le protocole utilisé est le protocole HTTP. HTTP est le protocole du web. Maintenant, ce n'est pas le seul protocole. Par exemple, pour le téléchargement, d'accord, de fichiers, nous utilisons le protocole FTP. Ensuite, vous avez le nom du serveur. Entre crochets, ça veut dire optionnel, le numéro du port. Alors, le numéro du port est optionnel, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Le port par défaut, c'est le port 80. D'accord? HTTP utilise en général le port 80. Ensuite, le chemin complet de votre document. Et à la fin, remarquez la présence de ce point d'interrogation. D'accord? Et ensuite, une liste d'arguments. Alors, pour le moment, nous n'avons pas besoin de ça. Nous allons avoir besoin de ces arguments-là quand on va traiter le web dynamique. Alors, ces arguments qu'on mettra dans l'URL nous permettront de transmettre des informations à notre serveur, d'accord? Ou bien, oui. Oui, bien sûr. Je vais d'abord accepter quelqu'un. Alors, chaque serveur est en écoute sur un port particulier. D'accord? Donc, chaque protocole a un port particulier. Le protocole HTTP a un port d'écoute qui est le port 80. D'accord? Dites-vous que c'est en quelque sorte un numéro d'appel. D'accord? Lorsqu'une requête arrive sur le port 80, le serveur comprend que c'est une requête HTTP. Donc, ce fonctionnement-là se fait par défaut. Dans certaines situations, si vous avez besoin de le changer, vous le spécifiez. Si vous n'avez pas besoin de le spécifier, n'ajoutez rien du tout. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il sait faire tout seul. D'accord? Voilà pourquoi c'est entrecoché. Quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui est entrecoché, ça veut dire que c'est optionnel. C'est bon? Je vous en prie. Oui, c'est bon, madame. Oui, madame. Très bien. Alors maintenant, le protocole HTTP. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du protocole, mais il y a certaines informations qui nous seront utiles dans la suite du cours. D'accord? Donc, le but de ce protocole est de permettre un transfert de fichiers, essentiellement des fichiers au format HTML. C'est pour ça que je vous ai dit HTTP, c'est le protocole du web. Les fichiers seront localisés grâce à une chaîne de caractères qui est l'URL entre un client et un serveur web. Donc, pour résumer ce qui vient de se dire, si un client qui est un navigateur souhaite accéder à un serveur pour récupérer un fichier HTML, quel est le langage qu'il doit utiliser? Quel est le protocole utilisé? C'est HTTP. Si le serveur veut renvoyer au client un fichier HTML pour qu'il puisse le visualiser, il utilisera aussi une réponse HTTP. C'est le langage de communication entre le client et le serveur web. Une requête HTTP, donc c'est quoi? Donc c'est un ensemble de lignes. C'est un paquet qui contient un ensemble de lignes. Première ligne, c'est la ligne de requête. Il va contenir des informations du genre type de document, méthode, version, etc. Ensuite, il y a des champs d'entête qui sont des informations sur la requête. Quel est le navigateur utilisé? Quel est le système d'exploitation utilisé, etc. Alors, ces éléments, pour le moment, ne seront pas utiles par la suite. Ce dont on aura besoin, c'est cette troisième partie, le corps de la requête. Il permet, par exemple, un envoi de données par une commande de poste lors de l'envoi de données au serveur par un formulaire. Alors, un peu plus loin dans le cours, nous aurons besoin d'envoyer des informations à notre serveur. Ce corps de la requête, c'est comme la malle d'une voiture. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et vous pouvez le mettre de manière sûre et sécurisée. Et donc, quand on voudra envoyer des informations, on utilisera le corps de la requête HTTP. Donc, voilà ce qui nous sera utile dans la suite du cours. Quand on arrivera à PHP et au traitement des formulaires, on reviendra sur cette partie parce qu'on en aura besoin pour envoyer des données.
D'accord? Alors, quelques commandes HTTP. Donc, nous avons aussi deux commandes que nous allons revoir par la suite. Le GET, c'est une requête qui permet d'accéder à une ressource. Et le POST, qui permet l'envoi de données à un programme dans une ressource spécifiée. D'accord? Alors, le GET et le POST aussi, on va les revoir quand on va passer au traitement des formulaires. Donc, voici en gros les éléments qui nous seront utiles. Nous avons besoin de savoir que dans le corps de la requête, on peut envoyer des données. Et nous devons savoir que nous avons plusieurs commandes HTTP. En particulier, nous avons le GET et le POST. D'accord? C'est tout ce qui nous concerne pour le moment dans le langage HTTP. Maintenant, le langage HTML. Qui se présente sous forme de langage de balisage. Donc, qu'est-ce que c'est que les balises? نظام الرحصة مدام راح الصوم سمعناكش واحد دقيقة وشوية ودوك راكم تسمعوني؟ وي دوكا نسمعو دونك وين نولي؟ pouvez m'aider في لي سلايد نعاود نفصلوا نو مدام كيبدا غير هنايا HTML وي خلاص donc voilà qu'il y a un problème de réseau donc je vais reprendre pour HTML donc HTML c'est Hypertext Markup Language c'est un langage de description de documents qui se présente sous la forme d'un langage de balisage. Qu'est-ce que ça veut dire langage de balisage? On va le voir ensemble. Voici un exemple d'un document HTML. Alors, à l'exécution, voilà ce que ça donne. D'accord? Regardez l'affichage. Donc, jusque-là, rien de spécial. Qu'est-ce qui permet d'obtenir ceci? Ça, c'est pas le langage HTML. Hein? Donc, ça, c'est l'affichage. Maintenant, quel est le code source qui permet de générer ça? Voici le code qui a permis de le produire. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez ce qui est en bleu là, ce sont des mots-clés. C'est des commandes. Elles sont toutes entre crochets. C'est ce qu'on appelle des balises. D'accord? Donc, un langage de balisage, c'est quoi? C'est un langage dont les commandes sont entre crochets. C'est cette structure-là qui s'appelle langage de balisage. Donc, toutes les commandes de HTML seront toujours entre crochets. Voilà pourquoi on l'appelle langage de balisage. Alors, à quoi sert HTML? Donc, il est conçu pour l'écriture de pages web qui peuvent contenir des liens hypertextes. Il permet de structurer et de mettre en page un document intégrant du texte, des images, du son et d'autres ressources multimédia. En gros, tout ce que vous pouvez faire avec votre éditeur de texte, vous pouvez le faire avec HTML et en plus, vous pouvez ajouter des ressources multimédia. Mais ce qu'il permet aussi, c'est de créer des documents interopérables avec des équipements et des navigateurs différents. D'accord? Donc, avec des navigateurs différents, c'est parce que c'est un langage standard, tous les navigateurs permettent de lire HTML, avec des équipements différents. C'est grâce à une façon de programmer, d'accord, que nous allons apprendre ensemble, qui, en combinant HTML et CSS, vous permettront d'avoir un document qui peut s'afficher aussi bien sur une Smart TV que sur un écran d'ordinateur ou même sur le petit écran d'un smartphone. D'accord? Donc, c'est une manière de... Pardon? شنو معناتها un document interopérable? Interopérable, ça veut dire compatible. C'est-à-dire يقدر يتعامل مع plusieurs équipements.
L'interopérabilité, c'est la compatibilité. D'accord, merci. D'accord? Donc, interopérable avec plusieurs équipements, ça veut dire qu'il peut s'afficher sur plusieurs équipements. C'est-à-dire que c'est le même fichier, je peux le visualiser sur un écran d'ordinateur, je peux le visualiser aussi sur un petit écran de smartphone. Vous voyez pourtant la différence d'affichage entre les deux. Je peux garder le même fichier, c'est la manière de l'afficher qui change. Voilà ce qu'on appelle interopérable. Il est compatible avec plusieurs types d'équipements sans changer le fichier HTML. Alors maintenant, nous avons plusieurs niveaux. Alors jusqu'à présent, de quoi on a parlé? On a parlé de web. Mais le module s'appelle programmation web. Donc ce qui reste, c'est quoi? C'est que fait la programmation dans un contexte web? Commençons déjà par la base. Quand il n'y a pas de programmation du tout, comment on appelle ça? On appelle ça le web statique. Le web statique, c'est ce qui est apparu en premier, bien entendu. Les sites web statiques ont la particularité suivante. Ils sont statiques, ils sont figés. L'information présente sur ces pages est toujours identique. C'est-à-dire, une page statique, si vous la visitez n fois, vous obtenez n fois le même résultat. L'interaction entre le site et l'utilisateur est pratiquement inexistante. La seule chose qu'il y a, c'est quoi? C'est l'hypertexte. Vous cliquez sur un lien, il vous renvoie vers une page. Et ça s'arrête là. Les domaines d'application ici sont assez limités. Et donc, les gens ont pensé à ajouter des programmes afin d'améliorer les choses. Donc, pour le moment, dans le cas du site statique, comment ça fonctionne? Nous avons le navigateur. Lorsque l'utilisateur soumet une URL au navigateur, que va faire le navigateur? Il va analyser l'URL demandée, demander au DNS l'adresse IP du site distant. Le DNS, c'est quoi? C'est un répertoire à double entrée. Une entrée qui contient les noms des serveurs et une autre entrée qui donne l'adresse IP correspondant à chaque serveur. Par exemple, le serveur usthb.dz a une adresse IP. Donc, il va prendre le site usthb.dz, il va le remplacer par quoi? Il va le remplacer par l'adresse IP correspondante. Ensuite, il va établir une connexion vers le numéro de port 80, c'est-à-dire qu'il va envoyer sa requête vers ce serveur-là, port 80. Pourquoi? Parce que c'est une requête HTTP. Et on avait dit que HTTP était en écoute sur le port 80. Une fois le document obtenu, il formule la requête au serveur. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il ne fait rien. Le serveur va faire son travail et lui renvoyer une réponse. Lorsqu'il lui renvoie une réponse, c'est quoi? Il va lui renvoyer un document HTML. Quand il le sera renvoyé, il se charge de son affichage sur la machine du client. Et là, l'utilisateur pourra visualiser sa page web. Donc ça, c'est le client web. Maintenant, pardon, il y a quelque chose qui a sauté ici. Voilà. Maintenant, le serveur web. Lui, il est en écoute permanente des requêtes. Il vient de recevoir la requête du client. Qu'est-ce qu'il va en faire? Il reçoit et analyse la requête du client. Est-ce que l'adresse est correcte? Est-ce que le client est autorisé à visualiser ce fichier? Si tout se passe bien, il va lui renvoyer le document. S'il y a un problème, il va lui renvoyer un message d'erreur. Par exemple, si l'adresse n'est pas correcte, il va lui envoyer le fameux 404 fichier non trouvé. D'accord? Maintenant, si tout se passe bien, il lui envoie le document et le navigateur se chargera de l'afficher. Donc, on avait dit, dans un site statique, il n'y a pas de programme. D'accord? Donc, nous avons des fichiers HTML purs. L'interaction est simple. Le client demande le document HTML, le serveur le renvoie. Ça peut servir pour une recherche documentaire. Ça peut servir, par exemple, pour publier des livres,
mais sans plus. Donc, afin d'enrichir les sites web, on a pensé à créer des sites plus interactifs, c'est-à-dire qui interagissent avec l'utilisateur. Comment on crée cette interaction? À l'intérieur des pages HTML, le concepteur du site va insérer des programmes, ce qui permet d'accroître les possibilités des sites. Maintenant, il y aura une interaction. Grâce à quoi? Grâce au programme. Voilà pourquoi on l'appelle programmation web. Maintenant, les programmes, est-ce que c'est du langage C? Non. Ce sera des langages légers qui sont adaptés au contexte web. Alors, le web interactif permet une plus grande souplesse dans la gestion du site, sa mise à jour et ses fonctionnalités. Pourquoi? Alors, par exemple, si vous avez un site statique, ne serait-ce que pour ajouter la date, vous serez obligé de revoir la date manuellement chaque jour. Alors qu'avec un site web interactif, il vous suffira d'écrire une fonction qui récupère chaque jour la date et l'affiche sur votre site. Ce n'est qu'un simple exemple. Donc, l'interactivité va vous faciliter la gestion du site et sa mise à jour aussi. Et aussi, une interaction avec le client va ajouter plus de convivialité et donc va attirer plus de clients. Maintenant, où insérer ces programmes? Nous avons deux types de programmation web. Les programmes peuvent s'exécuter soit sur le poste du client, c'est-à-dire sur le navigateur. Dans ce cas-là, on appelle ça la programmation web côté client. Donc, la programmation web côté client, où seront exécutés les programmes, ils seront exécutés sur le poste du client. Donc, sur le navigateur. Deuxième possibilité, donc vous avez sur le serveur. Et dans ce cas-là, ce sera la programmation web côté serveur. C'est-à-dire, j'ai un programme, le serveur exécute ce code et ensuite renvoie le résultat vers le client qui est le navigateur. D'accord? Donc ici, nous aurons deux types de programmation selon cette structure. Commençons par la première, programmation web côté client. Donc, le serveur web, donc les exécutions associées auront lieu sur le poste du client. Le serveur web envoie la page au client, y compris le code. C'est le navigateur qui se charge de l'exécuter. Dans ce cas, dans ce cas de figure, c'est le JavaScript qui est le plus utilisé. Donc, il est reconnu par tous les navigateurs récents. Oui. On pourra parler du TP par la suite, d'accord? Mais normalement, pour les TP, quelles que soient parce qu'il y a deux sections. Il y a une seule section qui est concernée par mon TP. Mais on utilisera Notepad++ pour les deux sections, d'accord? Donc, vous pouvez télécharger Notepad++ qui vous sera utile pour les TP. C'est bon? C'est ce logiciel-là. Donc, il va vous permettre une coloration syntaxique. Regardez, les commandes HTTP sont mises en couleur, HTML sont mises en couleur. D'accord? Ce qui va vous permettre de faciliter l'écriture de votre code. Donc, ce sera Notepad. Pardon? Non, non. Moi, je préfère que tout le monde travaille avec le même logiciel. Ça crée beaucoup de difficultés d'avoir chacun avec son propre éditeur. C'est juste pour le TP. Ensuite, vous êtes libre d'utiliser ce que vous voulez. Mais pour le TP, on utilisera tous le même éditeur. D'accord? Notepad++. On n'utilisera pas le bloc-notes parce qu'il n'offre même pas de coloration syntaxique. Et on n'utilisera pas les autres éditeurs afin d'avoir une compatibilité au sein du TP. Ça ira plus vite si tout le monde utilise le même logiciel avec les mêmes commandes. D'accord? On revient au cours. Alors, on avait dit, pour la programmation
côté client, voilà comment ça marche. Donc, j'ai un code HTML, je lui ajoute du code JavaScript et je le mets sur un serveur web. Le client, qui est le navigateur, va formuler une requête HTTP pour demander ce fichier. Que va faire le serveur? Il prend le fichier, c'est-à-dire le code HTML plus le code JavaScript, et il le renvoie au client. Donc, que reçoit notre client? Il reçoit le code HTML, d'accord, mais il reçoit aussi du code JavaScript. JavaScript, on avait dit, c'est du code côté client. Donc, qui est censé l'exécuter? C'est le navigateur. Que va faire le navigateur? Pour le code HTML, c'est clair. Il va l'interpréter, l'afficher. Pour le JavaScript, il va l'interpréter et le charger en mémoire. Il ne va pas l'exécuter. Pourquoi? Parce que JavaScript est un langage qui est dit événementiel, c'est-à-dire il réagit à certains événements. Un exemple de code JavaScript, il va vous dire si l'utilisateur clique sur ce bouton, affichez-lui tel message. C'est-à-dire, est-ce que j'affiche directement le message? Non. J'attends qu'il clique sur un bouton, j'attends l'événement pour ensuite lancer le gestionnaire adéquat. Et donc, je le charge en mémoire et j'attends l'événement concerné. Donc, qui est responsable de l'exécution ici du code? C'est le client. Est-ce que le serveur est concerné? Pas du tout. D'accord? Donc, voilà pour l'exécution de code côté client. Deuxième option, la programmation web côté serveur. Cette fois, les traitements sont exécutés au niveau du serveur. Qu'est-ce qu'il va renvoyer au client? Uniquement le résultat final. D'accord? Donc, les fichiers des pages côté serveur changent en général d'extension. Donc, pour le côté client, si j'ai une page HTML qui contient du script JavaScript, quelle est l'extension? Extension .html. Par contre, pour le côté serveur, l'extension va changer selon le langage utilisé. Par exemple, si on utilise la technologie PHP, l'extension sera quoi? Sera .php. Comment ça fonctionne dans ce cas? Ça fonctionne comme ça. Par exemple, si j'ai un document HTML auquel j'ai ajouté du code PHP, première chose qui va changer, c'est quoi? Puisque j'ai ajouté du code PHP, je vais changer l'extension du fichier. Et je le dépose sur mon serveur web. Pour que ça fonctionne, mon serveur doit être capable d'interpréter le code PHP. Et donc, il doit disposer d'un préprocesseur PHP. Vous voyez la différence avec le côté client? Le côté client, il n'y a que le client qui est concerné. Le côté serveur, il n'y a que le serveur qui est concerné par le code. Donc, lorsque le client demande un fichier, il envoie une requête au serveur. Le serveur voit que c'est l'extension PHP. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend le code PHP, il le fait passer par son préprocesseur, il génère un résultat. C'est le résultat qu'il va envoyer au navigateur, non pas le code source. Donc, que reçoit le navigateur? Il reçoit le code HTML, d'accord? Plus le résultat d'exécution du code PHP. Est-ce que le navigateur a du code à exécuter dans ce cas? Non, pas du tout. Tout a été fait par le serveur, lui, il n'a qu'à afficher les résultats. Est-ce que la différence entre site côté client, côté serveur est claire? Est-ce qu'il n'y a pas de questions sur ce point? Non. Alors, très bien. Donc, on va ajouter un élément supplémentaire. Nous allons ajouter une base de données. Si on ajoute une base de données, ça va devenir une page web dynamique. La page web dynamique est une page générée dynamiquement selon certains paramètres définis par l'utilisateur, ainsi que l'interaction, donc permettant l'interaction avec l'utilisateur. Elle est souvent reliée à une base de données qui sera la source qui permettra de générer ces pages. Voici la structure. Donc, vous reconnaissez la structure? Oui. Interactive côté client? Non. D'accord? Alors, maintenant, côté serveur, on peut ajouter la base de données et ça va donner un site qui est complètement dynamique. Donc, vous reconnaissez la structure de tout à l'heure. Le client est là, le serveur web est là. Qu'est-ce qu'on a ajouté? Un serveur de base de données. D'accord? Alors, j'ai pris l'exemple serveur MySQL, mais ce n'est pas le seul cas de figure. Hein. D'accord? Donc, on peut utiliser n'importe quel serveur de base de données ici. Et
la communication entre le serveur web et le serveur de base de données se fera d'une manière transparente à l'utilisateur, c'est-à-dire le client n'y est pour rien. Lui, il interagit uniquement avec le serveur web. C'est le serveur web qui sollicite le serveur de base de données afin de générer les pages dynamiques. D'accord? Et là, vous avez un système complet qui permet d'avoir des pages complètement dynamiques, complètement personnalisées. Maintenant, tout ceci nous permettra d'introduire le programme du module. Donc, on avait dit que c'est un module de programmation web. Donc, nous allons essayer de voir à travers le module les différentes étapes de l'évolution du web. Donc, première partie, nous allons voir la base, c'est-à-dire ce qui permet de créer un site web statique. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le langage HTML. On avait dit que c'est un langage standard qui permet d'écrire les pages web. Maintenant, le langage HTML tout seul ne suffira pas. Il va falloir le structurer et le mettre en forme. Alors, nous allons voir par la suite que HTML est dédié à structurer les données, pas à les afficher. Pour avoir un affichage ou un beau design, nous avons un langage spécifique qui est le langage CSS. C'est une feuille de style CSS. HTML et CSS combinés permettent de créer des sites web statiques. Maintenant, j'ai un site statique. Je vais lui ajouter des programmes. J'ai deux options. Ou je le fais côté client, et dans ce cas-là, nous allons étudier le langage JavaScript. Ou bien, je le fais côté serveur. Pour ceci, nous allons étudier le langage PHP. Enfin, nous allons apprendre à générer des sites complètement dynamiques à l'aide d'une base de données. Et là, on va faire l'interaction avec les bases de données MySQL. Donc voilà, grosso modo, le programme du module. D'accord? Maintenant, on va enchaîner directement avec la première partie qui est le langage HTML. Alors, qu'est-ce que c'est qu'HTML? Qu'on avait dit, c'est un langage de balisage, on avait vu ce que c'était, qui permet de structurer le contenu des pages web dans différents éléments. Alors, il faut savoir qu'HTML n'a pas été inventé à la base par un informaticien, mais plutôt par un physicien du CERN, d'accord? Donc, il avait conçu à l'origine comme un outil de structuration des contenus, principalement textuels, et non pas pour créer des présentations diversifiées. Bien sûr, entre-temps, il a évolué. Vous avez vu maintenant que le langage HTML, enfin, le web, qui est en réalité, qui représente le langage HTML, permet de présenter tout type d'informations, donc des images, de l'audio, de la vidéo, du multimédia d'une manière générale. Pourquoi HTML? À quoi il sert? Alors, HTML va nous permettre de publier des documents en ligne, possédant des titres, du texte, des tables, des listes, des photos, etc. C'est-à-dire ce que vous permettent les éditeurs de texte classiques. Qu'est-ce qu'il permet aussi? Ramener des informations en ligne via les liens hypertextes. Cette notion d'hypertexte permet de relier plusieurs documents entre eux. C'est cette notion d'hypertexte qui a créé cette image de web, de toile. D'accord? Qu'est-ce qu'il permet aussi? Il permet de concevoir des formulaires. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, les formulaires? Les formulaires permettent l'interaction avec l'utilisateur pour exécuter des services, des transactions, etc. Par exemple, si vous voulez rechercher des informations, vous allez devoir saisir une requête. Et donc, c'est un formulaire. Si vous voulez faire une réservation en ligne, vous allez aussi saisir vos informations. Via quoi? Un formulaire. Vous voulez faire passer une commande par Internet, pareil, il va vous falloir un formulaire. Voilà pourquoi les formulaires sont assez importants dans le contexte du web. Qu'est-ce qu'il permet aussi? Le multimédia. Il peut inclure des séquences vidéo, de l'audio, directement dans les documents. Et, chose importante surtout de nos jours, il permet de créer des documents interopérables avec tout type de terminaux. C'est-à-dire, je peux avoir un document qui peut s'afficher sur n'importe quel type de terminal, quelles que soient ses capacités de calcul, quelle que soit la capacité ou bien la taille de l'écran d'affichage en sortie. D'accord? Vous avez le même document, c'est le format d'affichage qui va être différent, mais le document, le contenu que vous allez lire sera exactement le même. Alors, HTML a fait un certain bout de chemin depuis sa
création quand même. Donc, il a été créé en 1991 par Tim Berners-Lee. Ensuite, il y a eu le HTML2, HTML3, HTML4. Ensuite, il a été abandonné. On est passé à un langage qui s'appelle XHTML, qui est basé sur XML. Retour en 2014 sur HTML5. Et actuellement, il n'y a plus de version. D'accord? Donc, il n'y a pas de HTML6, HTML7, etc. On s'est arrêté à HTML5. Et la version actuelle s'appelle HTML Living Standard. Donc, c'est un standard vivant qui va évoluer au fur et à mesure. Donc, la spécification va évoluer. On peut ajouter des éléments. On peut les modifier. D'accord? Sans qu'il y ait de nouvelles versions de HTML. Pourquoi on a fait ça? Eh bien, tout simplement pour faciliter la compatibilité avec les différents navigateurs. D'accord? Maintenant, je vous avais dit tout à l'heure que HTML, si on savait l'utiliser correctement, permettait d'obtenir des documents interopérables ou bien utilisables ou affichables, ou compatibles si vous souhaitez, avec plusieurs types d'affichage. C'est-à-dire que vous allez avoir un document qui peut être affiché aussi bien sur un écran large, par exemple en projection ou en Smart TV, ou bien sur un écran d'ordinateur, donc taille moyenne, ou bien sur une taille réduite qui est la taille d'un smartphone ou d'une tablette. Mais il y a une condition. Quelle est cette condition-là? Donc, une page web doit être créée en distinguant deux parties distinctes. Il faudra les dissocier. On va avoir la partie contenu qui sera structurée au moyen des éléments HTML. Donc, HTML, sa spécialité, c'est quoi? C'est le contenu, c'est les données, c'est le data qui va être structuré au moyen des balises HTML. Les feuilles de style vont définir la mise en page de ces éléments. C'est-à-dire, dire que j'ai un titre, je vais le créer en HTML, dire que ce titre sera bleu ou qu'il sera centré ou qu'il sera d'une police de caractère 16, ça je vais le faire en CSS. Dire que j'ai un paragraphe, c'est du HTML. Dire que ce paragraphe sera centré, ce sera du CSS. Alors, le fait qu'HTML avait été créé initialement, sans tenir compte de cette contrainte, vous allez trouver en HTML des éléments qui vous permettent de centrer le texte, de lui changer sa couleur, etc. Qu'il ne faudra plus utiliser dorénavant, d'accord, pour la mise en forme des documents HTML. Pourquoi? Parce que si vous utilisez HTML à la fois pour faire la structure des données et les styles, vous ne pouvez pas ensuite rendre votre document compatible avec plusieurs formats d'affichage. Donc, prenez l'habitude dès le départ de séparer le contenu et la mise en forme. Le contenu, c'est quoi? C'est la matière, c'est les données. La mise en forme, c'est le design, c'est l'affichage, les couleurs, la structure, l'organisation, la mise en gras, en italique, en centré, etc. D'accord? On va les séparer. L'une est la spécialité d'HTML et l'autre sera faite avec les feuilles de style CSS. C'est un langage indépendant que nous étudierons par la suite. Alors, quels sont les avantages de cette séparation? D'abord, une meilleure organisation du contenu, une meilleure qualité du code et une plus grande rapidité d'affichage, une réduction des coûts de développement et de maintenance, une réutilisabilité du code et la possibilité de l'adapter facilement à différents terminaux. Donc, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, écran d'un PC, smartphone, etc. Maintenant, l'environnement de travail, c'est-à-dire dans le contexte DTP, qu'est-ce qu'on va utiliser? Nous utiliserons l'éditeur de texte Notepad++, qui offre une coloration syntaxique, d'accord? Voilà, voici Notepad++, donc qui vous permet de créer des fichiers.
Donc, il vous permet de créer vos différents fichiers, d'accord? Vous pouvez créer ici un nouveau fichier. Vous pouvez choisir votre format d'encodage. Vous pouvez exécuter votre code. Vous pouvez définir les différents langages. Donc, par exemple, dire que c'est un document HTML. D'accord? Et on verra bien sûr plus de détails concernant cet outil en TP. D'accord? Donc, voilà le logiciel que nous allons utiliser. Maintenant, les éditeurs visuels ou bien les éditeurs automatiques existent. D'accord? Donc, il y a des éditeurs qui permettent d'écrire le code à votre place. Il y a aussi la possibilité d'utiliser des templates tout prêts. Maintenant, la question, c'est pourquoi on ne les utilise pas directement? Pourquoi on utilise Notepad++ et qu'on écrit notre code manuellement? Alors, en réalité, c'est un petit peu comme quand vous avez appris le calcul à l'école primaire. Quand on commence au primaire, on apprend à calculer, à faire ses additions, ses multiplications, ses soustractions manuellement. Arrivé à un certain stade, ça devient trop compliqué et là, on vous autorise à utiliser une calculatrice. Question: pourquoi on vous avez pas autorisé à utiliser la calculatrice dès la première année primaire? Parce que tout simplement, si vous aviez la calculatrice dès le départ, vous n'auriez pas appris à faire ne serait-ce qu'une simple addition. Donc, ce passage est nécessaire. Donc, quand vous débutez dans le contexte du web, un éditeur simple, genre Notepad++, vous permettra d'apprendre et d'apprendre très vite. Est-ce que ce sera suffisant pour des projets d'envergure? Non. Quand vous aurez de gros projets à gérer, vous serez amené à utiliser des outils de construction rapide. Et ça ne posera aucun problème parce que vous aurez l'expérience nécessaire d'ici là. Pour les TP, vous aurez des petits travaux, d'accord, qui ne justifient pas l'utilisation de gros outils. Donc, Notepad++ sera le seul qui sera autorisé dans le TP du module. Donc, tous les langages que nous allons étudier dans la suite de ce module sont des langages qui sont au format texte et donc qui peuvent être utilisés dans Notepad++. Vous permettra d'écrire le code HTML, le code CSS, JavaScript, PHP. D'accord? Maintenant, le lexique de HTML. Alors, on va appeler éléments, donc sont des indicatifs définissant des objets dans une page, comprenant structure et contenu. Les balises, c'est les mots-clés qui sont entre crochets, et les attributs sont des propriétés utilisées pour fournir des instructions supplémentaires aux éléments donnés. Donc, voici un document HTML. Qu'est-ce que c'est qu'un élément? Alors, une balise d'abord. Une balise, c'est cette structure-là. Vous avez un crochet au début, un crochet à la fin. On appelle ça une balise. Maintenant, certaines balises fonctionnent par exemple par paire. Regardez ici, title, ensuite slash title. C'est comme si c'était begin et end. Ça, en réalité, on appelle ça un élément. Donc, un élément, c'est quoi? C'est une ou plusieurs balises qui ont une structure particulière. Donc, un élément est constitué de balises. Une balise, c'est quoi? C'est un mot-clé entre crochets. Les attributs, c'est quoi? C'est des informations complémentaires qui sont à l'intérieur de la balise. Regardez ici, vous avez une balise, vous avez le mot-clé méta, et vous avez ici charset égal et quelque chose entre guillemets. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un attribut. À quoi sert l'attribut? C'est en quelque sorte un complément d'information, une précision concernant la balise en question. Les balises ici, c'est quoi? Ce sont les commandes du langage. Nous allons les étudier, savoir à quoi sert chaque commande ou bien chaque balise et quels sont les attributs ou bien les informations complémentaires qu'elle pourra supporter. D'accord? Donc, cette notion de balise, attribut, élément, est-ce que c'est clair? C'est bon? Alors, vous avez le droit de poser vos questions à n'importe quel moment. Donc, le cours se fait en interactif, ok? Oui? Le HTML Living Standard. Donc, on ne parle plus de version actuellement. Depuis la version 5, on s'est arrêté de compter. Vous avez compris? Donc, il a évolué jusqu'à HTML5. Arrivé au 5, il n'y a pas de 6.
Donc, il reste au 5, mais il évolue. Voilà. Alors, on revient. Donc, on avait dit, la balise, c'est un mot-clé entre crochets. Et tout ce qui est en dehors des crochets est considéré comme du simple texte. Et si c'est du texte, il sera affiché sur la page web. D'accord? Maintenant, les types d'éléments en HTML. On a dit, un élément est constitué de balises. Quels sont les différents types d'éléments? Il y a ce qu'on appelle l'élément autofermant ou vide. Il contient une seule balise. D'accord? Donc, un mot-clé. Et ensuite, éventuellement, des attributs. Deuxième possibilité. Oui. هذا كيما تاع الانبوت. كلمة تاع الانبوت ما عندوش n'a pas de balise fermante. Je vais donner des exemples, ما تقلقوش. كاين élément non vide, ça veut dire عنده le début et la fin. Dans ce cas-là, la fin toujours elle est précédée par un slash. D'accord? Hamlik, notez comme des exemples ici. Ici, par exemple, pour un élément non vide, vous avez title, slash title. Le début, la fin. C'est un élément non vide. Maintenant, prenons un autre exemple, un élément vide. Élément vide, méta. Mais qu'est-ce que méta slash méta? Il y a un seul élément, avec un attribut éventuellement, mais il n'y a pas de balise fermante. C'est une balise auto-fermante. D'accord? Il y a plusieurs éléments de ce type. Et on va les voir au fur et à mesure. Le BR qui représente un saut de ligne. Il n'y a pas de balise ouvrante et fermante. Donc, c'est un élément vide, ou là, auto-fermant. Un autre exemple. Vous avez le titre. Le titre, H6/H6. Je vous ai dit, quand vous voyez ça, c'est comme si vous aviez begin, end. Et dans ce cas-là, on va dire que la balise ici, l'élément est un élément non vide. Voilà. Donc, il a fait واحد, élément vide, il a fait ouvrante, fermante, non vide. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et avec le temps, vous allez apprendre à les connaître. Et vous allez connaître tous ces éléments. Alors, la balise fermante, elle a toujours la particularité de commencer par un slash. Et les attributs ne peuvent figurer que dans la première balise. Donc, si vous avez une balise ouvrante, on peut mettre un attribut. Vous avez une balise vide ou la auto-fermante, on peut mettre des attributs. Est-ce qu'on peut la mettre la balise fermante? Jamais. C'est la seule balise. Jamais qu'on nous fera des attributs à l'intérieur. OK? Maintenant, quelques définitions. Donc, quand est-ce que je dirais qu'un document est bien formé? Il y a des règles syntaxiques pour dire que le document est correct, c'est-à-dire il est bien écrit, on dirait que le document est bien formé. Donc, premièrement, les éléments non vides doivent avoir une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Donc, obligatoirement, si j'ouvre une balise, je la ferme. Les éléments ne doivent pas se chevaucher. Qu'est-ce que c'est se chevaucher? C'est se croiser. C'est-à-dire j'ai un élément qui se chevauche avec un autre élément. Ça, c'est interdit. D'accord? Donc, si j'ouvre un élément, je le ferme d'abord. En fait, je ferme l'élément suivant. Tous les attributs doivent avoir des valeurs incluses entre guillemets. Donc, si j'ai un attribut, les valeurs doivent être entre guillemets, obligatoirement. Une valeur doit être donnée à tous les attributs. Donc, je ne peux pas mettre un attribut sans mettre sa valeur. Voici les conditions. Un document qui remplit ces conditions est considéré comme étant bien formé. Donc, si je vous donne un document, je vais vous dire, est-ce que ce document est bien formé ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre document et vérifier ses conditions. Est-ce que chaque balise ouvrante a une balise fermante? Est-ce que chaque attribut est encadré par des guillemets, etc. S'il y a une règle qui a été enfreinte, vous dites qu'il n'est pas bien formé. Sinon, vous dites que le document est bien formé. D'accord? C'est quelque chose qui tombe souvent en examen. Hein? Maintenant, il y a des pratiques qui sont recommandées, qui ne sont pas obligatoires. Par exemple, il est conseillé de terminer les éléments vides par le slash. Ce n'est pas obligatoire. Les éléments et les attributs aussi, il est recommandé de les écrire en minuscules. Donc, on prendra l'habitude de tout écrire en minuscules, même si ce n'est pas obligatoire. Maintenant, quand est-ce qu'un document est dit conforme? Il y a deux conditions.
Première chose, il doit être bien formé, c'est-à-dire syntaxiquement, il n'y a pas d'erreur syntaxique. Deuxième étape, il respecte les règles d'inclusion des éléments telles qu'elles ont été spécifiées dans HTML. Donc, on va voir ensuite. Chaque élément a un emplacement spécifique. Il appartient à une partie spécifique du document. On ne peut pas le mettre n'importe où. Donc, ces règles-là, quand elles sont respectées, je dirais que le document est conforme. Le respect de toutes ces contraintes est impératif si vous voulez valider votre document. Comment valider le document? Est-ce qu'il suffit de le faire passer par le navigateur? Malheureusement, non. Alors, quelle est la différence, par exemple, entre les langages interprétés, genre HTML, etc., et les langages compilés, genre langage C? Si vous commettez une erreur en C, le compilateur vous arrête tout de suite. Erreur syntaxique. Si vous avez des erreurs dans votre document HTML, le navigateur ne les signalera pas. Donc, le navigateur n'est pas vraiment fiable en termes de vérification. Si vous voulez vérifier votre code, c'est un outil de validation qu'il vous faut. Donc, il y a plusieurs outils de validation en ligne. Celui-ci, c'est le site officiel du W3C, donc c'est le plus fiable. Vous soumettez votre code au validateur, il va vous signaler toutes les erreurs, sinon il vous dira que le document est valide. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut mémoriser ici? Il y a des règles de syntaxe, et si vous vous trompez, ce n'est pas le navigateur qui va vous rectifier. Donc, si le code s'affiche, il n'est pas forcément bien formé. Je peux trouver des erreurs que le navigateur ne trouvera pas. Maintenant, comment on écrit un document HTML? Voici la structure minimale, c'est-à-dire le plus petit document HTML qu'on peut écrire. D'accord? Je préfère le montrer plutôt sur Notepad++. C'est un fichier vide. Alors, regardons ensemble sa structure. Vous voyez qu'il y a des commandes. Les éléments en bleu ici, la coloration syntaxique, ce sont des balises qui constituent différents éléments. Il y a une première ligne où il y a doctype HTML. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le doctype du document. Il est censé spécifier le type du document en question. Quand vous voyez doctype HTML, ça veut dire que c'est HTML5 ou plus, c'est-à-dire 5 et le living standard. Les versions antérieures ont d'autres types de doctype spécifiques. D'accord? Donc, quand vous voyez ce doctype, ça veut dire que c'est la dernière version de HTML. Ensuite, vous voyez la commande HTML. C'est un élément non vide. Regardez, vous voyez ici HTML et à la fin, /HTML. Ça veut dire que c'est un élément non vide. Cet élément-là va regrouper tout le contenu de votre document HTML. Donc, un document HTML est délimité par les balises HTML/HTML. Alors ensuite, donc qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver deux parties du document. Donc, vous avez la partie head, l'entête, la partie body, le corps. D'accord? Maintenant, est-ce que tout ça va s'afficher? Vous allez voir qu'à l'exécution, rien de tout cela ne s'affichera. Regardez. Voilà le fichier. On va lancer l'exécution. Tout ce qui s'affiche, c'est ce texte. Il était où ce texte? Regardons dans le fichier. Il était là. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Dans le document HTML, toutes les commandes sont entre crochets. Et ce qui n'est pas entre crochets, c'est quoi? C'est du texte. Il va être affiché. Ce texte-là n'est pas entre crochets et il est dans le corps du document. Qu'est-ce qu'on va en faire? On va l'afficher. D'accord? Donc, si j'ajoute ici bonjour, d'accord? Je n'ai pas mis de balise. Donc, c'est un texte qui est indépendant. Quand je lance l'exécution, je n'ai pas sauvegardé. Voilà. Donc, il m'affiche bonjour. Donc, voilà la structure minimale d'un document HTML. La déclaration doctype, on a dit, elle sert à donner la version du document.
Mais ce n'est pas sa seule utilisation. On distingue deux modes de fonctionnement du navigateur. Un mode strict et un mode plus indulgent, c'est-à-dire qui permet de faire passer des erreurs. Donc, le mode strict qui permet la vérification, il faut ajouter le doctype. Et le mode indulgent, donc, c'est en l'absence du doctype. Donc, si on revient au document ici, si vous mettez cette ligne et que vous ne la mettez pas, le document HTML va s'afficher correctement. Quelle est la différence si je la mets ou pas? Si je la mets, il connaîtra la version du document et donc il va vérifier s'il y a des balises qui sont correctes ou pas correctes. Si vous ne le mettez pas, il pourrait accepter des éléments en tant que balises alors que ces balises n'existent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de base pour vérifier les balises du document. Donc, si vous voulez que le navigateur puisse vérifier ce que vous êtes en train de saisir, n'oubliez pas de mettre votre doctype. D'accord? Donc, doctype. Ensuite, l'élément HTML, on a dit, il délimite notre document. Quels sont les attributs que je peux ajouter à l'élément HTML? C'est deux attributs. L'attribut lang, c'est-à-dire language, qui spécifie la langue. Et l'attribut dir, qui veut dire direction, qui va donner le sens de lecture. Vous savez qu'il y a des langues qu'on lit de gauche à droite, et il y a des langues qu'on lit de droite à gauche, comme la langue arabe. Donc, vous allez avoir dir qui sera égal soit à LTR, left to right, ou bien RTL, right to left. D'accord? À quoi ça sert ces informations? Alors, ça va servir surtout au moteur de recherche. Donc, l'utilisateur final n'a pas besoin de l'information, mais le robot d'indexation du moteur de recherche, si. Alors, voici en gros la structure d'un document HTML. Vous avez un élément de base qui est HTML qui englobe tout le document. Ensuite, vous avez deux parties essentielles. Première partie s'appelle head, c'est l'entête du document. En réalité, elle va décrire le contenu du document, c'est une sorte de fiche technique. Et elle ne va pas s'afficher à l'écran. Deuxième partie, body, c'est le corps du document. Il va contenir plusieurs éléments et ce sera essentiellement le contenu qui va s'afficher sur votre page web. Donc, le contenu de votre page est dans la partie body. La partie head, elle sert à quoi? Elle sert à décrire ou à présenter votre document. Alors, comme dans tous les langages, nous avons besoin de commentaires. Alors, les commentaires servent à documenter notre code. Donc, ils peuvent être lus par le développeur, mais ne seront jamais affichés sur la page. Donc, comme dans n'importe quel langage de programmation, je vous conseille de largement documenter votre code, surtout quand on vous donne un TP et que le TP doit être noté. Donc, le correcteur a besoin des commentaires pour comprendre ce que vous faites. Comment on délimite un commentaire en HTML? Avec cette syntaxe. Donc, au début, ça commence avec, donc, crochet, point d'exclamation, deux tirets, et ensuite, deux tirets, crochet, fermé. Donc, tout le texte qui sera là sera un commentaire et ne sera pas affiché. On avait un commentaire dans le code tout à l'heure. Voici un commentaire. D'accord? Et quand on va afficher le document, regardez tout ce qui est écrit, va s'afficher, sauf le commentaire. Le commentaire, il ne s'affichera pas. Voilà. Donc, le commentaire est visible pour le développeur, mais il ne s'affiche pas à l'écran. Maintenant, la partie head. La partie head permet une description de la page et englobe un certain nombre d'informations utiles au bon affichage de la page web. Donc, ces informations sont surtout destinées aux robots d'indexation. C'est quoi les robots d'indexation? Les robots d'indexation sont des programmes déployés par les moteurs de recherche, par exemple par Google, qui permettent de parser ou bien de scruter le web et de lire l'ensemble des pages
afin de pouvoir les indexer. Il prend une page, il y accède et il permet ensuite en sortie d'avoir une correspondance entre cette page et un ensemble de mots-clés que l'utilisateur pourra saisir. Alors, pourquoi on s'intéresse au robot d'indexation? Parce qu'en réalité, si vous voulez que votre page soit visitée, il faudrait qu'elle soit indexée par les moteurs de recherche, qu'elle soit dans les premiers résultats. D'accord? Et pour ceci, il va falloir que les robots d'indexation puissent bien, entre guillemets, comprendre votre page. Donc, tout ce que nous allons faire par la suite, c'est de rendre nos pages claires, compréhensibles, et d'ajouter du poids aux différents mots-clés que nous allons créer. Donc, on voit là tout l'intérêt de la partie head. La partie head, c'est quoi? Elle va décrire mon document, qui l'a écrit, à quoi il sert, quels sont les éléments qui vont être abordés dans ce document. D'accord? Donc, des informations qui vont aider le robot à indexer notre document. Donc, quels sont les éléments qu'on retrouvera dans le head? Nous avons title, le titre du document. Alors, pas le titre du document qui apparaît au centre de la page. On parle d'un titre qui va apparaître dans la barre de navigation du document. Regardez bien avec moi. Dans ce document, regardez, title, squelette du document HTML. D'accord? On va voir où ça va s'afficher, ça. On va lancer l'exécution. Regardez, ça ne s'affiche pas dans la page. Ça s'affiche ici en haut, dans la barre du navigateur. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est le contenu de la balise title. Pas ici. Nous allons voir ensuite le titre principal de la page. Il va être créé avec un autre élément, pas avec title. D'accord? Méta, c'est des méta-informations. Les méta-informations, c'est des informations descriptives. Link, c'est des relations vers des ressources externes. Quand on veut relier notre page, par exemple, à une feuille de style, on peut utiliser link. Style, c'est pour des styles CSS embarqués ou bien internes au document. Script, c'est pour ajouter des scripts, pareil, des scripts embarqués dans le document. Et base, c'est pour avoir une base d'adressage par défaut. D'accord? Donc, ce qu'on va utiliser le plus, ce sera title, bon, méta, certains éléments, et link. D'accord? Le title, donc on avait vu une première utilisation du title. On a dit, il s'affiche dans la barre du navigateur, barre de titre du navigateur. Il y a une deuxième utilité, c'est lui qui va apparaître comme titre principal du site dans le moteur de recherche. Donc, si quelqu'un lance une recherche et que votre site apparaît, comment il va apparaître? Il va apparaître non pas par son URL, mais par son titre. Le titre, non pas le titre principal de votre page, mais ce que vous avez mis dans la balise title. Et comme notre but est d'attirer l'utilisateur afin qu'il sélectionne notre page pour qu'il y accède, nous allons choisir correctement la valeur de title. D'accord? Les méta-informations, ou bien l'élément méta. Donc, c'est un élément vide, renfermant des informations sur le document, destiné surtout au serveur, au navigateur et au moteur de recherche. D'accord? Donc, quels sont les différents attributs de méta? Donc, voici les différents éléments qu'on peut avoir. On peut avoir, par exemple, application name, l'application qui a créé le document, author, le nom de l'auteur, description, une description de notre contenu, keywords, un ensemble de mots-clés, etc. Nous avons aussi des commandes HTTP. Par exemple, HTTP équivalent égale refresh. Refresh, c'est pour le rafraîchissement de la page. Default style, c'est pour créer une feuille de style préférée ou bien par défaut. Nous avons aussi content qui permet d'avoir un contenu à chacun de ces éléments. Par exemple, si je veux avoir l'auteur, comment je vais écrire? La syntaxe est la suivante. Meta, name égale author, content égale Bouyakoub. Ou bien meta, name égale description, content égale
cours de programmation web. D'accord? Donc, c'est toujours des paires name, content. Enfin, on peut aussi spécifier le format de caractère avec charset. On va le voir ici pour le format d'encodage. Alors, je ne sais pas si vous arrivez de voir sur certaines pages que les caractères accentués ne s'affichent pas correctement. Quand vous avez ce problème, ça veut dire que cette page fonctionne avec le code ASCII et que le code ASCII ne supporte pas les caractères accentués. Pour pouvoir inclure un maximum de caractères utilisés, nous allons adopter toujours l'encodage UTF-8. D'accord? UTF-8 permet d'encoder l'ensemble des caractères du répertoire universel de caractères codés. On le déclare par la balise suivante. Vous allez mettre tout simplement cette balise. Meta charset égale à UTF-8. Et le tour est joué. Regardez, dans notre exemple ici, on l'avait mis. D'accord? Donc, on l'ajoute dans l'entête du document. Les éléments liés, donc quand on veut lier des éléments à notre page, on utilise la balise link. Oui? Oui, bien sûr. Je vous écoute. Oui, je vous écoute. Il y a un problème? أنا عم بلي un problème معايا أنا ما كنتش تسمعوني. Non, madame, نسمعوك. Donc, je continue. Donc, si l'étudiant veut intervenir, il est libre de le faire. Alors, quels sont les attributs qu'on peut avoir avec link? Donc, rel, donc relation, qui indique le nom de la relation à établir avec le fichier. Par exemple, si c'est une feuille de style, relation sera CSS. Type, style sheet. D'accord? Donc, si c'est une feuille de style, donc ce sera style sheet. Type, c'est le type du contenu du fichier. Et l'attribut href contient l'adresse relative ou absolue de la ressource associée. Cette balise-là, on va l'utiliser quand on voudra relier notre page HTML à une feuille de style externe. D'accord? Donc, cette syntaxe-là nous sera utile. Il suffit de ramener l'URL de notre feuille CSS, de la mettre ici dans l'attribut href, dans la balise link, et ça permet de faire l'association entre les deux éléments. L'élément script permet d'avoir des scripts internes. Alors, quand on veut créer du JavaScript, par exemple, on peut avoir nos scripts soit à l'intérieur de la page, soit dans un fichier séparé, et j'y fais appel. Quelles sont les syntaxes utilisées? Si je veux mettre mon code à l'intérieur de la page, qu'est-ce que je fais? Je le mets dans la balise script. Donc, je mets script, j'écris mon code, quand je termine, je mets /script. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un begin, end. Si c'est un fichier externe, voici la syntaxe. J'ai script, src, et je mets l'adresse de ma page, et je ferme /script. D'accord? Donc, je peux avoir un script à l'intérieur même de la page, premier cas, ou bien un script externe que je vais inclure dans ma page. Donc, toujours avec la même balise. L'élément style. Si j'ai une feuille de style que je veux incorporer dans mon document, j'utiliserai l'élément style. Il supporte un attribut qui est l'attribut média, qui va spécifier le type de média concerné par la feuille de style. D'accord? Par exemple, si je veux que cette feuille de style concerne l'affichage à l'écran, oui, il y a un problème? D'accord, je vous en prie, il n'y a pas de souci. Il y a une question? Si c'est important, quel slide? Je reviens, pas de souci. هذه ولا تاع l'encodage هذه تاع l'encodage. Oui, je vous écoute. Alors, est-ce qu'il vous
est arrivé d'être sur une page où les caractères accentués, l'accent mais est affiché. Elle est due à quoi? Le format, c'est-à-dire le format d'encodage de la page texte, c'est le format ASCII. Le format ASCII, il est limité sur les caractères. Il n'accepte pas les caractères accentués. Donc, pour régler le problème, ou là, par exemple, pour accepter aussi les caractères arabes, on utilise un format plus large. Le format UTF-8. Donc, comment on utilise UTF-8? Je dois le déclarer, je dois le signaler. Le documentaire, je dois travailler avec UTF-8. La commande, je vais l'ajouter au début de mon document. Quand je l'ajoute, je suis en train de dire, dans mon document, je supporte le format UTF-8. Et donc, je n'aurai pas de problème avec les caractères accentués, par exemple. D'accord? On dit que c'est un répertoire de caractères universels. Donc, si vous voulez faire le test, voilà, je vous en prie. Donc, si vous voulez faire le test, vous prenez un document en français. Donc, il y aura forcément des accents. Vous mettez la commande et vous l'enlevez. Donc, qui peut être, par exemple, si vous avez une feuille de style pour l'affichage à l'écran, média égale à screen. Si j'ai un affichage pour l'imprimante, je peux mettre média égale à print. Est-ce que vous avez déjà vu la version imprimable d'un site? Vous avez par exemple un affichage à l'écran et quand vous avez la version imprimable, qu'est-ce qu'on fait? On réduit la taille des caractères et on le formate en A4, n'est-ce pas? Et c'est quoi? Cette transformation se fait grâce à une feuille de style. Mais comment je vais dire à mon document quelle feuille de style il me faut? Grâce à l'attribut média. D'accord? En fonction de l'utilisation de mon document HTML, est-ce qu'il est destiné à l'affichage ou à l'impression? Il va le formater d'une manière différente en utilisant une feuille de style différente. On va revenir bien sûr sur ce point parce qu'on va faire ensuite, dès qu'on termine HTML, le cours suivant, c'est le cours CSS. Donc, on reviendra sur cette partie c'est-à-dire de structure d'éléments médias. Donc, voilà ce qu'il y a à connaître essentiellement sur l'entête du document. La deuxième partie, c'est le corps du document. D'accord? Donc, le corps du document permet d'avoir le contenu à proprement parler du document, ce qui va s'afficher à l'écran et dans la partie body. D'accord? Donc, avant de présenter les éléments, nous allons voir quels sont les attributs de base, les attributs communs qui peuvent apparaître dans les éléments du corps. Donc, nous avons les attributs globaux de noyau, d'accord? Donc, ils s'appliquent à quasiment tous les éléments. Ces attributs-là sont l'attribut ID. Alors, l'ID sert à identifier un élément de manière unique, c'est-à-dire l'ID concerne un seul élément. À quoi ça peut servir? Je peux l'utiliser dans les feuilles de style pour associer un style à un élément. Je peux l'utiliser aussi en JavaScript pour ajouter une action à un élément. D'accord? Donc, si je veux identifier un objet de manière unique, je lui ajoute l'attribut ID. Qu'est-ce que je peux avoir aussi comme attribut? L'attribut classe. Cet attribut-là, par contre, peut être commun à plusieurs éléments. C'est-à-dire qu'il peut me permettre d'obtenir un groupe d'éléments qui partagent la même classe. À quoi ça peut me servir? Ça peut me servir, par exemple, en CSS, pour définir un ensemble d'éléments qui ont la même mise en forme. Par exemple, je peux mettre plusieurs objets avec le même attribut classe et dire que ces objets-là seront de couleur rouge. Là aussi, c'est un exemple que nous allons fréquemment utiliser quand on arrivera à la partie CSS. Troisième attribut, l'attribut style. C'est un attribut qui permet de définir un style localement pour un élément donné. Si je veux modifier le style d'un seul élément, j'utiliserai l'attribut style. Ces trois attributs-là peuvent être ajoutés à n'importe quel élément. D'accord? Donc, même si on ne spécifie pas par la suite, n'importe quel élément que nous allons étudier supporte ces trois
attributs-là. Quels sont les autres attributs globaux qui sont communs à tous les éléments? Donc, nous avons l'attribut title. Donc, c'est l'attribut title, pas l'élément title. Il ne faut pas les confondre. Alors, il spécifie des informations supplémentaires sur un élément, d'accord, qui vont s'afficher sous forme d'infobulle. Donc, quand vous survolez un élément, il y a une infobulle qui s'affiche. C'est ça l'élément title. L'attribut lang, pour language, donc qui va spécifier la langue du contenu. Donc, en anglais, en espagnol, etc. Donc, là aussi, c'est des attributs qui apparaissent pour n'importe quel élément. Quels autres attributs? Les attributs de gestion des événements. À quoi ils servent ces attributs? On va les utiliser dans la partie interaction avec le client ou bien interaction avec l'utilisateur. Par exemple, quand on va faire du JavaScript. Ces attributs permettent de gérer des événements dont un élément peut être le siège et qui sont créés par l'utilisateur. C'est-à-dire, ils vont représenter l'interaction de l'utilisateur avec un objet de votre page. Par exemple, on-click, c'est la réaction suite au clic sur le contenu d'un élément. On-mouseover, mouseover, c'est le survol d'une zone. On-double-click, c'est le double-clic sur un élément, etc. C'est-à-dire, cet attribut permet de nous dire qu'est-ce qu'on va faire, ou bien quelle est l'action qui va être générée lorsque cet élément, cet événement-là survient. D'accord? Maintenant, il y a la partie des éléments HTML les plus utilisés. Donc, on est arrivé au terme. Donc, est-ce que vous voulez que je continue jusqu'à 5h30 pour compenser le retard qu'on a eu au début, ou vous préférez que je m'arrête là? Parce qu'on est arrivé à 1h30, mais on a perdu beaucoup de temps au début. Je peux continuer jusqu'à 5h30. Qu'est-ce que vous en pensez? On continue ou on arrête? Madame, on peut arrêter ici puisque بدينا نعيا شوية. Si vous voulez, on met une autre séance. Oui. Place, vous êtes libre. Et je voulais tout simplement, par honnêteté, parce qu'au début on a perdu du temps, je voulais le récupérer. Mais je comprends que vous soyez fatigué, donc on va s'arrêter, d'accord? Et on continue pour une autre séance. Oui, voilà. Merci, madame. Merci beaucoup, merci. Et je suis désolée pour le problème, le début. Donc on va essayer de régler ça d'ici la prochaine fois. Merci beaucoup d'être venu. Madame. Oui. S'il vous plaît, madame, pouvez-vous nous envoyer le PDF, le cours? Bien sûr, bien sûr. Donc je vais l'envoyer au délégué. Merci. Madame. Alors pour les TP, pour la section B, vous commencerez la semaine prochaine en présentiel. Comme le chargé de TP TACOM, donc vous allez commencer directement. Pour la section A, parce que j'ai regroupé deux sections. Section A, on va définir un créneau. Votre délégué m'a dit que vous étiez disponible uniquement le jeudi. Donc, je vais définir un créneau pour commencer les TP en ligne, en attendant la reprise, c'est-à-dire le prochainement. D'accord? Madame, Restez en contact avec vos délégués. Donc, toutes les informations que vous souhaitez vous seront transmises via les délégués. madame, Oui. on a examen TP, examen cours. زي ما نهضروا على لي زيكزامان سنة نبداو بسم الله ومن بعد نهضروا على لي زيكزامان. Non, madame, باش نعرفوا اسكو زعما كيما قرينا بي او وعندك examen تاع كور واكزامان تي بي. Non, non, vous avez un examen, عندكم l'examen تاعكم, vous aurez l'EMD et vous aurez un test de TP. Le test de TP, soit concernant les TP que vous faites, donc une sorte de contrôle continu, ou là je vous donne un projet à faire. معناتها ما عندناش. Je parle de la section. Laissez-moi le temps d'avancer et on répondra à toutes ces questions. Parce qu'en général, projet ou la machine projet, c'est en avançant que je prends la décision. Il faut qu'on démarre d'abord. Qui chauffe à l'aise, les TP ont bien démarré, je pourrais envisager l'étape suivante. D'accord?